Sachez-le, mesdames et messieurs, je vous le disais, moi je suis en train de vivre un moment exceptionnel et je sais qu'elle va rougir de tout ça, mais j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour la reine Cécile Coulon. Bon, ben, bienvenue. Merci, on est bien accueillis. En revanche, tu as promis des questions médiocres. Oui. J'espère que tu auras tort. Voilà. On verra. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Je te laisse ouvrir le bal. Ouais. En préambule, je pense qu'il serait bien à tout à chacun de raconter, de résumer brièvement un visage de la nuit, puisque une partie du public a déjà assisté à la première partie, en fait, en lisant et en venant à la rencontre autour de la langue des choses cachées. Et j'aurais aimé que tu... oh là, ça va être très très dur. J'aurais aimé en fait simplement que tu résumes très brièvement, sans déflorer quoi que ce soit, sans déflorer quelconque intrigue, juste au public qui n'aurait pas encore lu ce formidable roman qui est en vente, évidemment, à la librairie Le Trait d'Union. Vous savez que je suis un peu marchand de tapis sur les bords, mais bon. Et en deuxième lieu... je crois que nous aurons le plaisir d'écouter Tiphaine et Ludivine une fois que tu auras résumé un tant soit peu ton œuvre. Asseyons-nous. Fais comme chez toi. Mais alors la question, il faut que je résume le précédent ou celui-là ? Non, celui-là. Celui-là, très bien. Le visage de la nuit, c'est l'histoire d'un enfant qui passe les premières années de sa vie, les 7 premières années de sa vie, dans un village appelé le fond du puits. Et cet enfant tombe malade. Et tout le village pense qu'il va périr de cette maladie, sauf qu'il en réchappe. Mais il en réchappe avec un visage qui n'est plus le sien. Il est défiguré par la maladie, au point que son père en perd la raison, qu'il est impossible à regarder, impossible à voir. Son visage est monstrueux pour les villageois. Et cet enfant va être recueilli, instruit, éduqué par le prêtre du village, qui va décider de l'emmener dans son église, de le cacher dans son église, et qui va lui proposer le pacte suivant. Vous n'avez pas le droit de sortir le jour, car personne ne doit vous voir, mais vous pouvez, la nuit, faire ce que vous voulez de votre temps à l'extérieur. Et on va suivre la vie de cet enfant, qui va devenir un adolescent, puis un adulte, entre ses leçons le jour dans la chapelle de l'église et la nuit, son évolution, sa métamorphose et ses rencontres dans le village du fond du puits. Le fond du puits. Le prêtre vint à la chambre de l'enfant alors que le père déambulait furibond dans les rues. L'homme d'église connaissait la maison. C'était son métier sur terre, connaître par cœur chaque famille. Où vivait-elle et comment, avec qui dans le cercle choisi, puis fermé, puis ouvert de temps à autre pour un nouveau-né ou un amour solide. Il connaissait cette maison. Il y était déjà venu. Les meubles, la crasse, la chambre étroite. Il connaissait la maison d'à côté et aussi celle d'en face, où la lumière du jour passait mal, coincée entre des portes brunes et des meubles énormes remplis d'assiettes, de couvertures, de boîtes qu'on gardait comme des trésors rongés par le manque de chaleur, de soins et d'air pur. Il savait qu'ici, en ces lieux presque effondrés, on l'attendait autant qu'on le craignait. Il était de ces hommes qui sont de plusieurs mondes et de plusieurs époques. Ses messes attiraient peu d'ouailles, mais on le respectait. Et même quand on ne le respectait pas, on n'osait rien lui dire tout haut. C'était un homme d'église, on pensait. Cet homme bénit nos enfants, et s'il les bénit,
Il peut les maudire. Alors, quand il venait dans une maison, la rumeur courait dans le village que quelque chose n'allait pas dans cette famille. On disait précisément « ça ne va pas chez eux. Le curé est venu. Ça veut bien dire que ça ne va pas. » Ce jour-là, dans cette maison-là, c'était vrai. Si vrai. Ça n'allait pas, ou plutôt, ça allait dans un sens inconnu, incompréhensible. Ça allait dans une direction inimaginable dans la pensée des braves gens. Ça allait mal, très mal, d'un mal du fond des temps, infâme et incurable, un mal si lointain qu'il avait été capable d'éjecter le père d'ordinaire si puissamment vissé à sa maison, à sa bestialité. Ce père-là avait été craché comme un pépin, d'un coup. Et la seule personne capable de constater quel mal avait pu commettre un tel miracle se tenait au seuil de cette chambre, les mains contre le long manteau qu'il portait hors de sa chapelle. Il priait, les yeux baissés. On aurait cru qu'il pleurait, mais c'était juste un rayon pur de soleil blanc sur sa paupière. Il n'avançait pas plus, il restait là, priant tant qu'il pouvait. Ses lèvres remuées, ses dents serrées dans sa bouche, la peau des joues et la langue qui saignait. De son église, il avait entendu les cris du Père. Dans son cœur ouvert à toutes les horreurs du monde, il était descendu. Et en ce lieu où tout est possible, il avait compris qu'une chose inimaginable, comme il n'en avait jamais connu et n'en connaîtrait jamais plus, croyait-il, était arrivée. Depuis le seuil, la figure de l'enfant n'était qu'une tache sur l'oreiller. Une moisissure énorme, sans corps, une masse de sang et de croûte, un animal crevé sur des draps secs. Seule la respiration lente et douce troublait ce monstrueux tableau. La vie persiste, pensa le prêtre. Quoi qu'il arrive, même au milieu du désastre, elle continue de continuer. Il pria longuement, effaça les murs gris, la lumière dure, le grondement du futur, les hurlements du Père, libérant son âme de tout ce qui était arrivé et de tout ce qui pourrait advenir. Son esprit devint une limbe et son corps un sentier dépouillé. L'épreuve serait grande, interminable. Il cherchait en lui les forces nécessaires, non pas pour surmonter cette épreuve, mais pour la vivre entièrement, pour passer à travers elle, pour l'embrasser et la contenir. Il savait qu'elle était insurmontable, incontournable, et que la seule manière de n'y perdre ni l'enfant ni lui-même était de vivre à l'intérieur de ce moment qui durerait une vie entière. Il avait besoin d'une puissance sans savoir si cette puissance serait suffisante. Alors, il pria. Le sang coulait dans sa bouche, la peur dans ses muscles, mais il ne pliait pas. Toute sa vie, il avait pensé que Dieu le préparait à traverser une tempête à nul autre pareil. Et dans le lit face à lui, le déluge attendait qu'il approche. Et dès qu'il ouvrirait les yeux, dès qu'il ferait un pas, sa vie, celle de l'enfant, celle du village changerait. Il le savait, ou plutôt, il le sentait. Parce que c'était cela qu'il travaillait depuis si longtemps dans sa chapelle. Sentir, deviner ce qui complotait contre son petit univers du fond du puits. Ici, l'avenir empestait. L'extrait que nous venons d'entendre, il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup d'interprétations. En tout cas, moi j'en trouve plusieurs, mais il y a une première chose qui retient mon attention, c'est ta langue, c'est le souffle, c'est cette précision que tu as dans les choses. Et en fait, sans plus attendre ma première question, comment est-ce que tu arrives à construire quelque chose comme ça? Comment est-ce que tu as travaillé cette écriture? Est-ce que tu as utilisé le même procédé que pour la langue des choses cachées ou pas du tout? Pour ce livre-là, le procédé était un petit peu différent de celui de la langue des choses cachées. La langue des choses cachées était un roman très vif, très musculeux, très court aussi.
et qui devait contenir en quelques 130 pages l'équivalent de plusieurs générations d'histoire dans ce village. J'étais un peu prise de court par ce livre-là, par Le visage de la nuit, parce qu'au début, je considérais que cette histoire serait tout aussi courte et qu'elle raconterait la vie d'autres personnages, d'autres habitants de ce village. Et en fait, il se trouve que j'ai été un peu prise par l'amplitude du texte, dans le sens où je pensais faire un roman de 150 pages et il en fait finalement 300. Et j'ai travaillé le rythme, le souffle, la foulée du texte en prenant plus de temps, en m'appuyant beaucoup plus sur un objet qu'on oublie parfois, mais qui est quand même super, le dictionnaire. N'hésitez pas à en avoir un chez vous, vous allez voir, c'est incroyable. Mais c'est vrai que de temps en temps, s'interroger sur ce qu'on peut utiliser comme mot, en apprendre de nouveaux et comprendre que en un mot résident plusieurs univers, ça paraît bête et normal, mais s'en souvenir est une bonne chose. Et pour ce livre-là, il y a beaucoup plus de personnages, c'est étendu sur une vingtaine d'années à peu près, et c'est un livre qui se passe uniquement la nuit, quasiment uniquement la nuit. Et d'une certaine manière, je ne dis pas que pour les romans précédents, j'avais pas le droit à l'erreur, mais sur celui-là, je pense que c'était encore plus prégnant, dans le sens où je me disais, tu es en train de cheminer dans ce village pour la seconde fois, de raconter la vie et l'avenir d'un enfant qui est défiguré, qui a un visage que personne n'ose regarder. Il suffit d'un mot de travers ou qui se prend les pieds dans le tapis. Et en fait, le cliché prend le dessus. Et il ne faut jamais que ce soit trop, parce que si c'est trop, c'est raté. Mais si c'est pas assez, c'est presque raté. Donc il y a eu un énorme travail sur la justesse et la justice de chaque mot. Et il y a eu aussi un gros travail éditorial. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Le texte, j'ai dû le rendre au mois de mars. Et la version vraiment définitive, elle était là au mois d'octobre. Donc ne jamais oublier qu'on n'est jamais seul à écrire un roman qui sera publié. Il y a dans ce roman, en tout cas, et tu le disais, il y a aussi une deuxième chose en fait qui m'interpelle, c'est le fond du puits. Oui. En fait, tu as décidé, et c'est la première fois en fait que dans les 10 romans que tu as écrits, il y a 2 romans. Alors, qui se suivent, mais je ne suis pas sûr que ça se suit. Il y a en fait il y a ce même lieu, ce même endroit. Pourquoi est-ce que tu as décidé de reprendre quelque chose au fond du puits ? Parce que je me suis rendu compte d'un élément assez imprévisible, c'est que je n'avais pas envie de partir. Quand j'ai terminé La langue des choses cachées, je me suis dit, mais en fait, cet endroit, ce village, j'ai encore énormément d'histoires à raconter. Il suffit simplement que j'aille taper à la porte d'une autre maison et je peux faire un autre roman et je peux en faire un 3e, un 4e, un 5e. Et je crois aussi qu'il y a eu... le temps est passé là-dessus et je vais dire une expression que vous avez déjà 1000 fois entendue, mais là, j'assure qu'elle est vraie. Je pense que le précédent roman, c'était un petit peu ce qu'on appelle le roman de la maturité. Dans le sens où il se trouve que quand j'ai créé ce fond du puits, je me suis dit, mais est-ce que ce village ne serait pas l'addition de tous les lieux que j'avais créés précédemment, dans tous les romans précédents, et est-ce que finalement, j'ai vraiment besoin d'aller en créer encore un autre, alors que là, je sais que c'est solide, que c'est vif, qu'il y a beaucoup d'histoires qui grouillent en dessous et au-dessus. Il y avait quelque chose en moi le sentiment que j'avais, c'était je suis très bien là où je suis, j'ai encore beaucoup de choses à écrire, le village a le temps, moi aussi, donc je ne vais pas partir pour essayer de construire un autre village fictif ailleurs. Il y a de la place dans celui-là pour toutes ces histoires. Ok, donc là, ça veut dire qu'on est au 2e roman qui se passe dans le fond du puits. Tu me vois venir. Oui. Est-ce que évidemment. Les prochains ? Exactement. Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. À part si vraiment la maison d'édition me dit ras-le-bol du fond du puits.
mais peut-être que je ferai un autre village qui s'appellera le fond de je ne sais quoi, du Sceau. Mais en tout cas, j'aimerais bien continuer à habiter cet endroit dans la fiction. Ce qu'il y a aussi de très intéressant, en tout cas pour moi, en tant que lecteur, dans ce roman-là, c'est la notion, alors que tout se passe dans la nuit, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il est très lumineux, en fait. Il raconte l'histoire tu le disais, d'un enfant défiguré, mais qui a pour but de transformer ce qui est laid en beau, ou en tout cas de rendre sa beauté aux choses qui ont été délaissées. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je voulais te poser comme question. Pourquoi est-ce que tu as choisi que l'action, la grande action, se déroule dans la pénombre, dans la nuit ? Ce qui m'intéressait pour ce livre-là, déjà pour La langue des choses cachées, ça se passait sur une seule nuit. Je crois que le premier intérêt, la première question que je me suis posée pour ce livre-là, c'était la question du regard. Qu'est-ce que ça signifie de grandir hors du regard des gens qui nous ont connus, de notre famille, des personnes qui nous ont enfantés, éduqués, des personnes qui nous ont connus. Et pour cela, soit je faisais un personnage qui vivait en ermite, donc loin du village, mais si je voulais rester au fond du puits, la seule manière de faire évoluer cet enfant, c'était de lui donner l'espace de la nuit, l'espace de la crypte aussi, en tout cas l'espace obscur pour se développer, se métamorphoser et devenir un adulte. Et ensuite, évidemment, moi, ça me permettait de prendre un plaisir fou à retourner dans une sorte de plaisir absolu d'enfance où, pour moi, la lecture, ça se passait la nuit. Les lectures qui m'ont le plus marqué, qui ont fait que je suis devenue quelqu'un qui écrit des livres, dont c'est le métier, c'est parce que je lisais à la lampe de poche sous ma couette. Ce qui est vraiment une image d'Épinal, mais c'était vrai. Et parce qu'il fallait que ma lampe de chevet soit éteinte à telle heure. Et que c'était, d'ailleurs, je peux vous le dire, 20h45, voilà, vous savez tout. Et qu'en fait, passé 20h45, tout le monde le sait ici, quand vous avez un très bon roman entre les mains, vous avez envie de savoir ce qui va se passer, vous avez envie de continuer. Et donc, l'espace de la nuit, c'était l'espace de la lecture, pour moi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais envie de faire ça aussi, enfin, en tout cas de raconter des histoires. Donc peut-être qu'il y a là-dedans une sorte d'hommage un peu tardif à ces moments de grande découverte, de grande exaltation dans l'enfance à lire, et à lire des textes qu'à l'époque, en tout cas, à mon ancienne époque, beaucoup de gens avaient chez eux, c'est-à-dire le Club des 5, le Clan des 7, les Chairs de Poule, les Stephen King, enfin, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans la bibliothèque de mes parents, clairement. Et c'est des souvenirs qui sont encore très, très vifs. Ces grands plaisirs de lecture. C'est marrant que tu abordes la question de Stephen King, mais c'est pas particulièrement à lui que je pensais tout de suite. Oui. Puisque dans ce roman, comme dans le précédent d'ailleurs, et comme dans un autre qui est bien sûr en vente à la librairie Le Trait d'Union, et ici, n'oubliez pas que je suis un marchand de tapis. Est-ce que tu vas le lire une troisième fois avant la fin ? Oui, absolument. Oui, complètement, évidemment. Tu sais, la lourdeur. Non, il y avait une incursion surtout du style gothique dans ton écriture. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit arriver point par point dans certains de tes romans, mais seul en sa demeure, comme ce dernier roman, le visage de la nuit ou la langue des choses cachées. Là, il y a une volonté, en tout cas, de rentrer dans quelque chose de plus sombre, en tout cas à mon sens. Et en fait, quand je découvre cet enfant, et des premières choses qui me viennent, c'est le Frankenstein de Mary Shelley, c'est les contes d'Hoffmann, c'est ce type de choses. Et est-ce que ça t'a inspiré ou pas du tout ? Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est alors le Frankenstein. Alors c'est marrant parce que Frankenstein, en fait, c'est le nom du médecin, de Victor Frankenstein. Ce n'est pas le nom de sa créature. On se souvient de la créature sous le nom de son maître. Voilà. Ce qui est assez terrible par ailleurs. Mais le livre est incroyable. Mary Shelley, il faut lire Mary Shelley. Elle avait dit, ouais, non mais c'est fou. Ouais. Oh, c'est fou, 19 ans, j'ai l'impression de... Qui écrit Frankenstein à 19 ans ? Non mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on peut tous... On est d'accord ici, entre nous, qu'écrire Frankenstein... Qui a lu Frankenstein ? Ok, à 19 ans,
écrire ça à 19 ans. Alors, c'était une époque où les gens mouraient à 35, Oui. clairement, mais quand même. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai appris à lire et quand j'ai aimé lire, il se trouve que la figure principale des romans que je lisais à cette époque, c'était la figure du monstre. Alors, pas les contes d'Hoffmann, que j'ai découvert beaucoup plus tard à l'école, ou au lycée plutôt, mais il y avait Frankenstein, il y avait Dracula, les fameuses chairs de poule qui existent toujours, je crois, il me semble. Il y avait les textes de Lovecraft, le Cthulhu. En fait, c'est-à-dire tous ces récits dans lesquels il est immédiatement admis que nous ne sommes pas uniquement ce que nous croyons être et qu'il y a d'autres créatures qui peuplent ce bas monde, ou d'autres mondes d'ailleurs. Et en fait, il ne faut jamais oublier que... Alors, il faut rajouter à ça les contes auvergnats. Moi, je suis née à Clermont-Ferrand, j'aime le répéter de manière soutenue. Oui. Mais mes parents et mes grands-parents, qui ne sont pas du tout auvergnats par ailleurs, m'ont beaucoup raconté les contes des volcans, des lacs, donc la bête du Gévaudan, qui se passe pas du tout en Auvergne par ailleurs. La Vouivre, vous voyez ce que c'est la Vouivre ou pas? Voilà. Alors, personne n'a lu Frankenstein, mais alors la Vouivre, tout le monde connaît. En fait, c'est pas du tout de chez nous, ça, je pense. Personne n'a lu Frankenstein, pardon pour les 10 personnes qui l'ont lu. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'entre 3 et 8 ans, quand ce magma de créatures, de monstres, d'histoires se forme, est en train de bouillir d'une certaine manière, je pense que ça a fait germer en moi l'idée que ce qu'on appelle alors soit la littérature gothique, soit la littérature horrifique ou le conte tout simplement, est un endroit où l'imaginaire a toute sa marge de manœuvre, peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas question de biographie, il n'est pas question d'autobiographie, il n'est pas question d'autofiction, il n'est jamais question de soi-même, il est toujours question de ce qui découle de soi-même dans son imaginaire et quelle forme ça prend. Et je pense que cet espace-là, qui a été très important pour moi plus jeune, l'est toujours aujourd'hui, mais je le retrouve un peu moins parce qu'on considère que c'est de la littérature de genre. Et je suis moyennement d'accord avec ça. Et surtout parce que en fait, je me suis rendu compte en écrivant, à partir de Seul en sa demeure, on va dire Une bête au paradis, Seul en sa demeure, que j'avais le droit de faire ce que je voulais et de raconter ce que je voulais. La seule grande règle, enfin les 2 règles, 1, c'est de ne jamais abandonner le style pour l'histoire, jamais. Et 2, ne jamais prendre la lectrice ou le lecteur pour un idiot. Donc laisser aussi de l'espace à la personne qui lit pour qu'elle ait le temps et les lignes pour imaginer ce qui est en train de se passer. Donc voir à quoi ressemble cet enfant, avoir ou pas le courage de le regarder en face, et surtout essayer de se dire, mais, parce que je pense que les romans posent des questions, qu'est-ce qui se passe? Et c'est moi la question que je me suis posée en écrivant le texte. Si moi j'avais grandi hors du regard de ma famille, de mes amis, de mon propre village, est-ce que je serais aujourd'hui la personne que je suis? Et je sais que la réponse est non. Si j'avais eu un immense horizon où personne ne me voit, je ne serais pas la même personne. Peut-être que je ne ferais pas ce métier. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas quel métier je ferais. Mais je crois que la question du regard, de ce qu'il porte, de ce qu'il indique, de ce qu'il oblige, nous forme, nous éduque, nous envoie dans la vie, dans l'existence. Et je crois très sincèrement que ce jeune garçon, avec ce visage terrible et avec ce qui lui arrive, je ne sais pas tout à fait encore maintenant si c'est une malédiction ou une bénédiction pour lui, d'avoir ce grand drame qui ouvre pour lui une liberté immense qu'il n'aurait pas eue. Il y a justement quelque chose de très paradoxal, puisque cet enfant a un visage terrible. D'ailleurs, il n'y a pas de nom, en fait. Personne n'est réellement nommé. Il s'appelle l'enfant, le père, le prêtre. Il y a aussi cette volonté de te cacher à travers justement le fait de ne pas dire, de ne pas nommer les gens. Alors, de me cacher moi, oui, sans doute. Parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas en tant que lectrice, et peut-être qu'il faut rappeler le premier grand principe d'écriture, c'est qu'avant d'écrire, on lit.
On est lecteur, lectrice avant d'être auteur, autrice. C'est sans doute ce qu'il faut retenir de plus important quand on souhaite écrire ou continuer d'écrire. Et en tant que lectrice, parfois je suis agacée, pour ne pas utiliser un autre terme, par la place que peut prendre la personne qui écrit dans son propre texte. Sauf, évidemment, s'il s'agit d'une autobiographie, évidemment. Mais je ne veux pas, dans la fiction, sentir que la personne qui écrit prend trop de place. Et c'est d'ailleurs un geste un peu contradictoire d'être à la fois la personne qui écrit et qui doit essayer de faire place à des personnages et pas à soi-même. C'est aussi un grand travail d'humilité. Et je crois que nous en avons tous et toutes un peu besoin actuellement. Et par ailleurs, et je vous dis ça alors que je suis en train de vous faire un tunnel là, dans un château. C'est vraiment incroyable. Mais... attends, c'était quoi la question de départ ? Ah oui, et donc le fait de ne pas mettre de nom et de prénom, alors peut-être que ça tient en compte, Ouais. parce que je voulais vraiment, vraiment, avec La langue des choses cachées, celui-ci, et sans doute les prochains, je l'espère, me débarrasser de tout l'aspect administratif de mes personnages. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, en relisant les contes de plusieurs pays, de plusieurs cultures, de plusieurs époques, qu'on n'a pas besoin de prénom, de nom, de date de naissance. On n'a pas besoin de la carte d'identité. Et sans carte d'identité, les personnages ne sont décrits, représentés que par leurs fonctions et par leurs actes. C'est tout. Et d'ailleurs, si là, moi, je vous dis, mon premier paragraphe vous dit « Nous sommes dans un village de moins de 500 habitants. C'est le printemps, et sur la place du village, il y a une institutrice, le maire et un enfant de 7 ans qui sont en train de converser. » Vous avez tout de suite une image. Vous voyez ce que je raconte. Vous êtes dans la scène. Si je vous dis, nous sommes dans le village qui s'appelle Saint-Saturnin, Saint-Maximilien, choisissez, La Rochefoucauld, voilà. C'est un dimanche et il y a monsieur Lafont, Madame de Vigan, et le petit... j'aime beaucoup Delphine de Vigan, je dis ça parce que j'ai pas d'autre idée là. Et le petit Augustin, qui sont sur la place du village en train de converser à propos de ce qui est arrivé. En fait, je vous oblige, littéralement, je vous impose des visages, des lignes, des expressions, des couleurs de cheveux et une époque. Or, pour ces deux livres-là en tout cas, et pour celui-ci en particulier, je me suis dit, mais si on enlève tout ça, je n'ai pas besoin de tout ça, je ne suis pas en train de faire un livre historique, je ne suis pas en train de faire une biographie, je suis en train de vous raconter une histoire qui doit durer le plus longtemps possible dans le temps et qui doit pouvoir être lue par des enfants, des adolescents, leurs parents, leurs grands-parents, et je l'espère, leurs arrière-grands-parents. Donc, il faut que je me débarrasse de tout ce qui peut entraver mes personnages. Et ce qui peut les entraver, c'est leur nom, c'est leur carte d'identité. Et c'est encore une fois très ambivalent parce que tu expliques que tu éludes énormément tout un tas de choses et pourtant il y a quand même une énorme densité. Et quand tu racontes quelque chose dans le visage de la nuit, ben, il y a quelque chose aussi de très visuel. Et c'est un exercice qui doit être assez complexe dans l'écriture, de à la fois éluder et à la fois mettre en place tout un décor, tout un décorum et mettre une ambiance. Là, comme tout se passe dans la nuit, il y a déjà quelques marqueurs qui nous laissent nous imaginer que on ne voit pas forcément tout ce qu'il se passe, mais il y a une ou deux scènes dans le roman, une terrible, où ce jeune garçon qui avance dans la nuit fait une rencontre avec... d'autres gens du village, d'autres garçons du village. Et là, il y a quelque chose de dramatique, en fait, dans cette scène-là. Il y a quelque chose de très fort parce que finalement, en fait, il y a quelque chose de très normal à tout ça. Comment est-ce que, pour la première fois, on est confronté réellement à ce visage déformé ? Et à côté de ça, sans trop de détails, t'arrives à nous... Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont lu le roman, je crois que cette scène est une des plus, en tout cas à mon sens, marquantes de ce moment où il y a une véritable confrontation entre des enfants qui souhaitent s'extraire de leurs conditions
et qui sont finalement rattrapés par la réalité. Il y avait cette volonté justement de sortir de la réalité quand tu as écrit Le visage de la nuit. Je crois qu'il n'y a rien de plus romanesque que la réalité. Et que d'une certaine manière, les romans, quelle que soit leur forme, quel que soit leur domaine, sont là pour essayer de ranger la réalité, pour essayer de lui donner du sens, pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Moi, j'adore quand on me dit « Ah, il s'est passé quelque chose », on le mettrait dans un roman, personne n'y croirait. Mais en fait, si on le met dans un roman, on va commencer à y croire. Je pense que si... Bon, j'aurais pas le temps de le faire, hein, mais si je décide aujourd'hui de vous demander à toutes et à tous de me raconter l'événement, la parole, la lettre, le dialogue le plus fou dans votre vie, ce que vous allez me dire va être incroyable. Incroyable au sens propre du terme. Je vais me dire, non mais c'est pas possible, c'est fou. Et si je le mets dans un roman, tout ce que je vais mettre en place autour de ce que vous allez me dire fera que tout d'un coup, ça deviendra crédible, ça deviendra légitime, ce sera intégré dans un processus qui s'appelle raconter une histoire. Donc, n'oubliez jamais que la réalité est toujours plus romanesque que le roman, et que sans doute que les personnes qui écrivent des histoires sont là pour ranger votre chambre, finalement. Pour dire les choses de manière très pratique. Attends, parce que du coup, j'ai complètement oublié la question, moi. Mais c'est éluder pour dire la réalité. Après, alors, la question de éluder des choses, je pense, encore une fois, ça revient à cette idée de ne pas prendre les gens qui lisent pour des idiots. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas avoir besoin de charger la mule, c'est-à-dire de mettre énormément d'explications, énormément de détails, de dire seconde par seconde ce qui se passe, où, quand, comment, qui et pourquoi cette personne pense ceci ou cela. Je ne crois pas que ce soit nécessaire parce que le grand luxe de l'art et surtout de l'écriture, quelle que soit sa forme, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et comme il n'y a pas d'image, il n'y a pas de censure. Et comme il n'y a pas de censure, chacun voit ce qu'il veut. Chacun imagine les personnages, les lieux, le moment, en fonction de son éducation, ses principes, la manière dont il a formé son esthétique, son œil et sa pensée, évidemment. Donc pourquoi, moi, j'irais essayer de vous cadrer? J'ai pas besoin de vous cadrer. Déjà, je range votre chambre, ça suffit. Je vais pas non plus vous cadrer. Je crois que, vraiment, je crois très sincèrement que l'espace de la fiction doit rester un immense espace de liberté. Donc on pose quelques drapeaux, quelques piquets par-ci, par-là, pour dire, voilà, vous savez où vous êtes. Mais vous avez le droit d'entrer dans cette histoire, d'en sortir, d'y revenir et d'imaginer ce qui se passe à votre envie et selon l'émotion qui vous habite à ce moment-là. Je ne vous conduis pas d'une certaine façon. Je vais vous proposer d'écouter un deuxième extrait interprété par Tiffaine et Ludivine. L'enfant fut sauvé, nourri, éduqué. Chaque matin, madame et le prêtre s'asseyaient avec lui à tour de rôle dans une pièce du presbytère. Là, l'une et l'autre enseignaient à sa façon. Lui s'appuyait sur les saintes écritures, les paysages qui bordaient la fenêtre du garçon et ceux plus vastes qui bordaient son imagination. Il utilisait l'histoire de la baleine, celle du roi Salomon ou encore l'aventure de Noé et son arche pour parler des animaux, des mers, des tornades. Ensemble, ils firent la liste des espèces sauvées par Noé et pour chacune d'elles, le prêtre d'un jour sur l'autre apportait un dictionnaire, du papier et du fusain. Il demandait alors à l'orphelin de dessiner tantôt un chien, tantôt un chevreuil, un blaireau, un poulain ou encore une mouche. Et il lisait dans le dictionnaire la définition exacte et décortiquait chaque mention. Ainsi, l'enfant, par une seule histoire biblique, étirait peu à peu les limites de son monde intérieur. Personne ne pouvait survivre dans les entrailles d'une baleine aussi longtemps que Jonas, mais d'autres restaient en vie indéfiniment dans des enfers plus quotidiens. Aucune mère ne couperait un enfant en deux pour le partager avec une autre femme, mais le prêtre mit l'accent sur cette histoire.
Il n'y a rien que les hommes et les femmes haïssent plus que d'être dépossédés de choses dont ils se croyaient propriétaires. Le prêtre insista bien. Nous sommes des êtres de désir. Et selon où chacun place son désir, la vie est une merveille ou une abomination. Alors, de cette leçon, l'enfant demanda s'il était en réalité possible de couper un nouveau-né en deux. Et le prêtre répondit que oui, mais que d'un être vivant découpé en deux, on obtenait deux parties mortes qui n'étaient plus des êtres mais des objets. Et encore une fois, il insista, rien sur cette terre n'est plus important que la vie vraie. Madame procédait autrement. D'abord, elle laissait la lumière entrer dans la pièce quand le prêtre préférait la pénombre et la faible clarté d'une seule bougie. Madame ne craignait pas qu'on vînt épier à la fenêtre. Elle se plaçait de manière à masquer le visage de l'enfant au regard curieux. Et il faut bien dire que son visage à elle, couvert de son linge noir, repoussait bien des inconnus. Sa douceur avec l'enfant tranchait avec la rigueur de son apparence et de sa tenue. Une fois qu'elle était installée, que la petite classe à un seul bureau était aérée, presque agréable, elle demandait « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Avez-vous bien rêvé ?» Les premiers mois, l'enfant cauchemardait chaque nuit. Ses rêves dégoulinaient de crasse et de sang. Il se réveillait le cœur battant, ne reconnaissant rien autour de lui, croyant avoir sombré en maladie. Jamais il n'appela madame ou le prêtre. Il se recroquevillait dans ses draps trop lourds pour un enfant de son âge et le sommeil revenait difficilement, mais il revenait. Quand madame posait la question, au début, il disait « J'ai vu des choses horribles ». Et elle lui proposait de décrire ces choses horribles. Alors, il parlait sans s'interrompre, sinon pour se redresser sur sa chaise ou pour essuyer ses mains sur son pantalon. Madame l'écoutait. Parfois, un mauvais frisson lui courait dans le dos. Il était si jeune et déjà hanté par des ombres plus grandes que sa propre vie. En l'écoutant, il lui arrivait de se décourager, de penser qu'avec le prêtre, il se fourvoyait à imaginer qu'il le tirerait des limbes où son père et la maladie l'avaient poussé. Au bout de quelques jours d'histoires atroces et de cauchemars peuplés de créatures plus effrayantes que lui-même, madame lui offrit un petit panier de noix qu'il devait garder au pied du lit. Elle lui conseilla de s'endormir avec une noix dans la main, et lorsque les rêves deviendraient trop violents, le craquement de la coque entre ses doigts le réveillerait. Il devrait alors manger la noix avant de se rendormir, en prenant soin d'en placer une nouvelle dans sa main chaque fois que nécessaire. L'enfant obéit, jusqu'à se réveiller un matin avec une noix encore intacte dans la paume. Dans cet extrait que nous venons d'entendre, il y a une phrase, enfin une maxime qui moi, m'a vraiment bousculé. C'est « Rien n'est plus important que la vie, la vraie ». Ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et ce côté, justement, dans l'horreur, dans ce qu'il y a de plus terrible, comment est-ce qu'il y a toujours une lueur ? J'aurais presque pu citer Dumbledore, qui aurait raconté que dans une salle noire, quand tout est noir, il suffit juste de se rappeler qu'il y a la lumière. Comment est-ce que tu as construit cette notion de lumière, de luminosité, que l'on ne retrouve pas forcément dans le premier tome d'une saga? Je l'espère. Je pense que la question des moments très lumineux, ou en tout cas de comment certaines lueurs vont et viennent, et parfois sont plus douces et d'autres fois beaucoup plus étincelantes, ça a été toujours de garder en tête pendant toute l'écriture du livre, encore une fois, que ça se passait entièrement soit la nuit, soit dans une crypte, et que le but n'était pas de plonger ni les personnages, ni les lecteurs et lectrices dans le noir. C'était pas le sujet du livre. Au contraire, c'était sans doute d'essayer de comprendre en quels endroits chercher pour trouver un peu de lumière, un peu de chaleur. Et pour moi, dans ce livre, ça vient de certains personnages, évidemment, mais presque de tous les personnages à certains moments du livre,
et que tous ces personnages sont autant capables de grande bonté que de grande colère, et qu'ils sont toujours tiraillés entre entre le geste de laisser sortir d'eux-mêmes un acte incroyablement bon, ou à l'inverse, à l'opposé, un acte incroyablement terrible. Et c'était sans doute ce qui était le plus exaltant à raconter. Jamais, de ne jamais céder au bon et au méchant, de ne jamais céder à la morale, en tout cas de toujours contourner le lieu où on pense se trouver. Et donc de faire naître des espaces où tout d'un coup on ouvre une porte, on pense qu'il fait nuit et en fait c'est grand jour dehors. Et c'est en fait quand j'écris un texte, quand je pense à un texte, il y a un espèce de mouvement intérieur où je me dis, si j'étais la personne en train de lire cette histoire, à quoi est-ce que je m'attendrais? Et je me dis, donc je fais la liste de toutes les fins, de toutes les qui me paraissent plausibles, possibles, attendues. Et je me dis, bon, tu as reconnu les trous où il est facile de tomber en tant que personne qui écrit, maintenant il faut les contourner. Et il ne faut pas creuser un autre trou, mais au contraire faire une sorte de petite colline sur laquelle on monte pour voir le paysage de plus haut. Et je trouve que ce processus-là intérieur, il est à la fois très contradictoire, un peu schizophrénique, mais aussi très vivifiant, parce que le style naît comme ça. Oui, mais intellectuellement, ça doit énormément demander de stimulation, puisqu'il y a dans ce roman un personnage qui est d'une beauté extraordinaire par rapport à justement cet enfant qui est quand même le personnage principal, qui est défiguré, qui est horrible, et cet autre enfant, et là en tant que lecteur, on s'attendait à quelque chose d'autre en fait de lui, et il a quand même un rôle. Je ne vais pas tout dire pour ceux qui n'ont pas lu, mais il a un rôle qui justement magnifie quelque chose, en tout cas quelque chose qui n'est pas facile d'évoquer. Quand l'enfant, quand la créature, pour le coup, arrive à réparer des choses, c'est là où justement c'est magnifié par cet autre personnage qui, pour le coup, lui, a une importance parce que c'est sa némésis, en fait. Absolument. Et alors, la question... Il n'y a pas de question à ça. Mais non, c'est une affirmation pure et dure. Vas-y, et c'est sa némésis, tout à fait. Et en fait, comment est-ce que justement tu as mis en place petit à petit, ou pas d'ailleurs, cette némésis? Comment est-ce que tu t'es dit en tant que romancière, en tant qu'écrivaine en tous les cas, comment est-ce que tu t'es dit, ça, ce serait intéressant d'aller gratter sur ce point-là, sur la fait de créer la némésis? Parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais une histoire fonctionne si elle est équilibrée. Et pour créer un équilibre, il faut toujours qu'il y ait un mouvement de balancier qui peut arriver entre deux personnages, deux moments, qui peut arriver dans la structure du livre, entre deux paroles différentes, de manière, de styles différents. Et c'est vrai que cet autre enfant, cet autre personnage qui est si beau qu'on en perd la raison, il est arrivé très vite parce que je ne voulais pas que ma créature, que la créature soit le seul enfant dont je parle dans ce village. Et parce que je voulais que ces deux enfants du même âge, qui sont cachés pour des raisons d'apparence, soient les deux facettes du même village. Non pas des opposés, peut-être pas des ennemis, mais en tout cas qu'ils incarnent ce que les adultes autour d'eux sont incapables, ou presque incapables de prendre en charge. Et tout est une question d'apparence. Et tous les deux n'auront pas le même destin, n'ont pas la même façon ni de voir, ni de penser, ni d'agir. Il ne s'agit pas de se dire qu'ils se ressemblent. Ce qui se ressemble chez eux, c'est la manière dont on les cache parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ces deux enfants. Ils sont instruits, ils sont nourris, ils sont choyés d'une certaine façon,
Mais le grand point d'interrogation, c'est que vont-ils devenir l'un et l'autre. Et peut-être que c'est d'ailleurs la grande question quand on bâtit une histoire, et que c'est comme ça que d'autres personnages arrivent et que les éléments perturbateurs s'amoncellent, c'est d'essayer de répondre à la question, qu'est-ce qui va leur arriver ? Ben, justement, dans leur interstice, il y a une autre personne et il y a une autre, pour moi, incursion du gothique, le gothique qu'on aborde avec la notion soit de l'histoire d'amour un peu compliquée, soit quelque chose de lugubre à minima. Il y a dans l'interstice de ces deux personnages une autre personne qui devient centrale en fait dans tout le roman, alors que on la devine tout juste, et c'est là où tu es très maligne comme romancière, je t'en prie, où il y a quelque chose d'assez incroyable pour le lecteur, en tout cas pour le lecteur que je suis, où je me suis dit, ok, il va se passer quelque chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et c'est dans les dernières pages que là on comprend en fait tout ce qui a été fait. Est-ce que justement la description des sorties nocturnes qu'il y a entre la créature et la sœur de cet enfant si magnifique a été quelque chose de compliqué à mettre en place en termes de logique sur l'histoire ou autre? Non, ça n'a pas été compliqué à mettre en place parce que le livre est une immense sortie nocturne et que la sœur de l'enfant sublime est elle aussi habituée à regarder en face un visage que les autres n'arrivent pas à regarder. Et de plus, elle chemine elle aussi la nuit, puisque la journée, elle doit garder son frère. Et quand elle est avec celui qui est considéré comme monstrueux, d'une part, elle ne le voit pas, ou elle le voit peu. Et d'autre part, celui qui est monstrueux lui demande de marcher soit devant, soit derrière. Ils ne sont jamais face à face. Et d'une certaine manière, leur histoire d'amitié ou d'amour, on voit ça comme on veut, existe parce qu'ils ne se regardent jamais en face. Je vous laisse tirer les conclusions de ce que je viens de vous dire, mais mais pour moi, ce qui était intéressant, c'était de créer avec ces sorties nocturnes, ces promenades, ces balades. D'ailleurs, la promenade et la balade, Oui. c'est un schéma récurrent dans la littérature gothique ou dans la littérature anglaise, en tout cas. Je voulais montrer que la seule chose qui les lie et qui les bouleverse, c'est ce qu'ils disent. C'est leurs paroles, c'est leur langage, c'est leur manque d'apparence à l'un et à l'autre. C'est intéressant ce que tu dis sur la notion du langage. Oui, évidemment que c'est intéressant ce que tu dis. Mais sur la question du langage, parce qu'il y a... il n'y a pas tant d'incursions dans le texte à la langue des choses cachées, mais il y en a une ou deux. Et hier, je fais une légère digression, nous faisions un atelier d'écriture à la librairie, et la professeure d'écriture me faisait remarquer qu'il y a un passage dans le livre où tu fais le lien sur la langue des choses cachées. Et dans cette scène, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, dans le sens à la fois on est dans le lugubre et pourtant c'est extraordinairement lumineux. Le moment où cette femme aveugle est dans la crypte et qu'elle transmet et qu'elle dit quelque chose à la créature. Sur cette notion du langage, est-ce que tu as imaginé dès la langue des choses cachées quelque chose qui s'étirerait dans le temps, qui se déroulerait sur plusieurs axes, puisque quand on a fini ce livre-là, il y a des milliards non, peut-être pas des milliards de possibilités, mais il y a au moins 2 ou 3 possibilités pour qu'on retourne un petit peu plus tard dans le fond du puits. Quand j'ai terminé La langue des choses cachées, je tiens à signaler que La langue des choses cachées, c'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce titre.
Mais je suis ravie qu'il existe parce qu'en fait, ça me permet ça m'a permis en fait d'expliquer en une seule expression ce que c'est que d'écrire et ce que c'est qu'un langage de fiction. C'est la langue des choses cachées, c'est-à-dire la langue qui permet de dire, de raconter ce qu'on n'est pas en mesure de dire, de raconter à haute voix. Voilà. Et quand j'ai écrit La langue des choses cachées, puis Le visage de la nuit, il y avait quelque chose en moi d'assez fluide, qui tient presque de la confiance en soi, parce que je me suis dit, en fait, c'est presque... je vais reprendre l'idée de Dumbledore, là. Qui a lu ou vu Harry Potter ici ? Beaucoup de personnes, ok. Bon, alors vous voyez le bureau de Dumbledore. Dans son bureau, il y a une pancine. Vous voyez ce que c'est, la pancine ? Pour ceux qui ne voient pas, c'est une immense... comme un grand saladier, plein d'eau. Et en fait, cette eau, c'est tous les souvenirs, toutes les pensées que Dumbledore enlève de sa tête et il les met à l'intérieur. Et donc, quand il a besoin de retrouver un souvenir ou une pensée, il va au-dessus de la pancine et il voit ce qu'il y a mis. Et on le voit enlever comme ça des filaments de son crâne pour les mettre dedans. Et la langue des choses cachées, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, c'est une pancine, c'est un endroit où il y a tellement d'idées, tellement d'images, tellement de phrases, tellement des mots des autres et des histoires des autres, parce qu'en fait, là, on a encore oublié de dire quelque chose, c'est que toutes les histoires ont déjà été racontées. La question, c'est comment on les raconte différemment, qu'est-ce qu'on y met de nouveau, quel chemin détourné on prend pour de nouveau raconter ces histoires. Et je crois sincèrement que ce que dit l'expression « la langue des choses cachées », c'est de revenir en permanence à tout ce qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Et si moi, là, je me dis, OK, qu'est-ce que je ne suis pas capable de dire à haute voix ? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de raconter à mes parents, à mes proches ? Qu'est-ce qui est entravé par mon corps ? Et quand je me pose cette question et que j'ai la réponse, je sais que c'est ça que je vais raconter, que je vais écrire. C'est aussi simple que ça. Le syndrome de la feuille vide, de la page blanche n'existe pas parce que à partir du moment où on s'interroge sur ce qu'on n'arrive pas à dire, on sait ce qu'on arrive à écrire. Et c'est sans doute ce qu'il faut écrire. C'est extrêmement péremptoire, ce que je viens de dire. Tu vois, sur la notion d'écriture, il y a quelque chose de très fort, puisque tout à l'heure, j'ai dit romancière, mais il n'y a pas que ça. Quand je me suis repris en employant le mot écrivaine, c'est qu'à l'interstice, c'est pas facile à dire ça, merci, de tes romans, il y a aussi beaucoup de poésie, mais de plus en plus, en tout cas quand je te lis, une frontière n'est plus. Tout à l'heure, tu abordais la question du genre, et en fait, je parle de toi comme écrivaine parce que justement, on ne peut pas te classer dans un genre. Toi, tu traverses justement les différentes choses et j'aimerais juste, pour illustrer ça, avant de te donner la parole, que Tiphaine et Ludivine nous lisent un de tes poèmes. Écris-moi que les mots te manquent, tandis que le rouge tombe sur les paysages du soir qui tanguent sous l'automne. Accroche tes paroles au bout d'une table pleine ou à l'ourlet épais d'une couverture en laine. Écris-moi que tu n'assassines pas tes propres mots quand tu es en colère, que le monde est comme un grand lac noir où le bleu désespère. Montre-moi les chemins boueux où tu salissais ton enfance. Écris-moi du train, du métro, des petits sentiers en France qui ressemblent aux estuaires où reposent de si jolis bateaux. Écris-moi que tu ne sais pas écrire et que ça t'exaspère de répéter les mêmes choses, de choisir les mêmes couleurs dans l'infinie palette du beau vocabulaire. Écris-moi la chambre en bord de mer et toutes les odeurs qui montent des vieux livres comme d'une cheminée en plein hiver. Écris-moi que tout ira bien, pas mieux, mais bien. Et je te croirai, comme je crois aux fantômes, aux désirs saisissants, aux animaux sauvages qui ne font pas peur aux enfants. Je te croirai comme je crois aux églises sans croire en Dieu. Écris-moi que tout est beau, pas superbe, mais beau.
Écris-moi la forme de ce nuage qui hésite entre deux cieux et celle de ce bel arbre qui fournira ton feu. Écris-moi qu'écrire est difficile quand on a le cœur lourd de listes de choses à faire, de gens à rencontrer, quand il faut réfléchir au programme, au planning, aux quittances de loyer. Je répondrai en secouant la tête. Mes dernières taches de rousseur font des mouches orangées qui s'étirent au soleil. Je répondrai en prenant dans mon âme des phrases qui, je te le promets, ne seront pas des phrases toutes faites. Comment est-ce que tu arrives à t'autoriser dans l'écriture de différents romans ou de différents poèmes ces interstices-là, justement? Comment est-ce que tu arrives à inscrire quelque chose qui, dans un roman qui peut sembler sombre comme ça, tu arrives dans de la poésie à sortir quelque chose d'extraordinairement lumineux qui réconforte énormément et au-delà de ça, qui console, qui apaise. Si je veux botter en touche, je vais dire c'est mon métier. Mais je crois que jusqu'à mes 30 ans, j'avais le sentiment que d'un côté, il y avait l'écriture poétique et de l'autre, l'écriture romanesque, que ces deux manières de faire n'allaient pas ensemble, qu'elles cheminaient en parallèle, qu'elles avaient besoin de temps, de lieux très différents, que c'était des processus très différents. Et je crois que ça tient vraiment à deux sujets. Le premier, c'est que j'ai eu 30 ans. Le deuxième, c'est oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Vous allez voir quand ça va vous arriver d'avoir 30 ans. Ça va vous faire très bizarre. Voilà. Mais on peut avoir plusieurs fois 30 ans, je vous le dis. Mais et la deuxième chose, c'est que ma grand-mère est décédée. Et ma grand-mère était une personne que j'adorais et qui m'a beaucoup élevée. Et que il se trouve que ces deux moments de ma vie, le début de ma trentaine et le décès de ma grand-mère, ont été tout à fait concomitants. Et que ça a été une sorte de petite fulgurance, de me dire peut-être que c'est le moment aussi de considérer que ces deux écritures peuvent se croiser, se joindre, se rencontrer, et que peut-être dans un roman, j'ai le droit à cet interstice poétique, que dans la poésie, il peut y avoir du romanesque, et que ce n'est pas grave en fait. Et ce que j'ai aussi compris avec le livre précédent et avec celui-ci, c'est qu'en fait, non seulement ça n'a pas entravé ni mon histoire, ni mes personnages, ni le style qui était déjà installé, mais au contraire, ça l'a amplifié. Ça lui a donné des ailes d'or. Beaucoup de modestie dans ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, le sentiment, en écrivant, d'avoir un peu comme si j'avais un organe supplémentaire, un poumon supplémentaire, qui me permettait de donner plus de souffle à mon histoire. Et ça a été une grande découverte. Et je me suis vraiment dit, mais pourquoi j'ai considéré pendant tant d'années, pendant 8 romans, que la poésie devait se mettre à part, qu'elle devait arriver dans une autre forme, sous une autre forme, alors qu'en fait, elle a complètement sa place à l'intérieur de la narration, quoi. Quand tu parles de poésie, il faut que je te le dise. Je te l'avais peut-être dit la première fois, mais je ne me rappelle plus. Bref, je me rappelle dans une autre vie, toujours dans cette vie d'ailleurs, je suis toujours libraire, mais je t'ai découverte et tu citais en fait tout un tas de poètes. Et j'étais en train de me dire, mais la vache, mais je ne connais pas une seule des personnes qu'elle me cite. Et comme pour satisfaire la demande des lecteurs, lectrices, je travaille énormément. Et du coup, je me suis pris de passion pour lire tout un tas de textes qui ont été plus ou moins recommandés, entre autres par toi. Et il y en a un où... en tout cas, je devine
passion commune. Et ça, c'est un peu mon petit cadeau. C'est un poète qui s'appelle Guy-René Cadou. Ouais, René Guicadou. René Guicadou, pardon. C'est pas grave. Ouais, c'est l'émotion. Et en fait, je sais que ce poète, en tout cas, t'a touché. En tout cas, tu le cites énormément. Beaucoup, ouais. Tu le cites aussi, et j'en profite pour faire un tout petit passage de réclame, puisque je suis très professionnel. Donc, je me suis abonné à l'infolettre de Madame Cécile Coulon. Tout à fait. Voilà, Merci. je t'en prie. Et en fait, qui livre non seulement des conseils, puisque les différents poèmes que vous pouvez retrouver dans ces recueils, eh bien, en fait, ce sont des choses que tu as distillées d'abord sur les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, en fait, on se rend bien compte que non seulement il y a une demande, il y a un besoin de poésie. Et en fait, je vous recommande vivement de vous abonner à cette lettre, puisqu'il y a, en plus de ça, pour les vrais fans, hein, comme moi, vous avez des poèmes inédits, vous avez tout un tas de choses qui pour le coup, font énormément écho à tout ce que tu dis et qui offrent encore une autre vision de la vie et de romancière et de poétesse, d'écrivaine, en somme. Bref, je raconte n'importe quoi. Je vais laisser Tiffaine et Ludivine t'interpréter un poème. Tu es une grande plaine parcourue de chevaux, un port de mer tout entouré de myosotis, et la rivière où le nageur descend à la poursuite de son image. Tu es l'algue marine et la plante sauvage comme l'arnica. Tu es pleine de poissons dans ta chevelure. Tu es une belle figure, plus belle que toi-même. Tu es celle que j'aime davantage que le pain et davantage que mes mains étendues sur chaque versant des collines. Tu es la petite voisine du trèfle et la compagne du lézard. Tu t'ensoleilles sur les pierres. Tu es toujours sur ma joue. Si je pense à ta voix, je pense au monastère à 9h du soir quand les voix se répondent. Si je pense à ta bouche, il me vient à la bouche ce goût de lait, de fruits, de feuilles traversées par les tendres ruisseaux de sève végétale. Et si je pense à toi, c'est qu'il faut bien choisir entre avenir et souvenir. Je pense que moi, j'ai beaucoup trop parlé. Et en tout cas, il y a bien des choses qui ont été dites trop par moi. Et je vais maintenant donner la parole au public pour savoir si il peut échanger avec Cécile. Voilà. La première question, évidemment, étant toujours la plus compliquée, nous allons tout de suite passer à la deuxième. Oui, c'est facile. Alors, n'hésitez pas à lever la main, à me faire un signe, et je reprendrai à la limite la question pour que ce soit bien enregistré, parce que tout est fait. Alors, il y a un côté intemporel qui me plaît énormément dans vos histoires, et c'est assez compliqué. Là, c'est compliqué pour moi. Je crois que je vais passer le micro. Non. Ah, je pourrais peut-être pas. Bon, techniquement, vous pouvez répéter la question ?
Ce qu'il y a de chouette et ce qui me plaît dans l'écriture de Cécile, eh bien, c'est que ça laisse place au vagabondage. Moi, je suis issu d'un village et en fait, je me rends compte. Pourquoi vous riez? Et je me rends compte que justement, le fait qu'il n'y ait pas ni de marqueur temporel ni d'autres marqueurs, eh bien, ça laisse l'esprit vagabonder et laisse libre cours à l'imagination. Je crois que c'était en tout cas dès le départ, il y a une anecdote éditoriale que je dois citer qui explique ce choix de l'intemporalité du texte. Quand j'ai commencé à publier des romans, ma première éditrice, donc j'étais plus jeune que maintenant, quoi, et j'étais presque mineure encore, et bref. Et je rentre dans son bureau, c'était la première fois que je la rencontrais, et c'était Viviane Ami, et elle m'avait dit, voilà mademoiselle, vous savez, en France, à l'époque, il y avait 3000 romans qui paraissaient chaque année, en français et étranger. Ça a augmenté depuis, bien augmenté. Mais en tout cas, il y a donc 20 ans, c'était, un peu moins de 20 ans quand même, 3000 romans, et mademoiselle, sachez que 10 ans plus tard, on se souvient au mieux de 3 d'entre eux. Et votre travail, c'est de faire en sorte d'être parmi ces 3. Ce qui m'a mis, il faut le dire, un petit coup de pression. Mais, néanmoins, je dois admettre que cette conversation m'a poussée à écrire des textes en gardant en tête qu'ils doivent être ringards le plus tard possible. Que je ne veux pas être noyée parmi les 3000, 4000, 5000, que je ne veux pas que mon texte, à cause des dates, à cause de la temporalité, soit brutalement impossible à lire, c'est-à-dire trop ancré d'une certaine manière. Et très souvent, je pense à cette conversation que j'ai eue, et c'est pour ça que j'ai décidé de gommer tout ce qui pourrait neutraliser l'histoire, d'une certaine façon. Y a-t-il une autre question? Oui. Alors, Si tu veux. juste avant, oui, je vais essayer de reprendre. Est-ce que vous pouvez formuler des questions simples, s'il vous plaît? J'arriverai jamais à dire tout ça aussi bien. Si tu veux, je reformule. Je dis la Allez. question. Donc, dans mes romans, il est très souvent de dualité, que ce soit dans Une bête au paradis, Le visage de la nuit ou La langue des choses cachées, et aussi dans Seul en sa demeure. Comment je le travaille et pourquoi je le travaille, c'est qu'il me semble que je me pose en permanence la question, dans la réalité, bien au-delà et en dehors de l'écriture, de si quelque chose d'incroyable et de merveilleux existe, son inverse existe aussi. Je sais que je peux passer une excellente journée et la suivante va être atroce. Je sais que dans une même journée, je peux avoir des moments d'immense joie comme des moments d'immense colère ou d'immense chagrin, et que tout ça n'est pas forcément opposable ou opposé, mais que ça fait partie d'un même mouvement, que cette dualité fait partie d'un mouvement. Et j'imagine que comme je la pense en permanence, eh bien qu'elle est pour moi tout à fait naturelle à raconter, à décrire et à décrypter dans les romans. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, elle est loin, allez-y, super, allez-y. Oui. Tout à fait. Tout le monde a entendu la question là? Et pas dans le micro. Donc la question de la relation avec mes éditrices et mes éditeurs, et jusqu'à quel point j'accepte que ce soit retouché, retravaillé. Est-ce que mon texte est sacré? Est-ce que j'arrive en gros à lâcher du lest? C'est ça hein, la question. Très bien. Alors, je n'ai travaillé qu'avec des éditrices jusqu'ici.
À part pour la poésie, avec 2 éditeurs pour la poésie, au Castor Astral. Je considère que écrire une histoire et publier une histoire, ce sont 2 processus très différents. Écrire, c'est une chose. Publier, c'est admettre qu'il y a des gens hors de sa famille et de ses amis qui vont lire. Or, à partir du moment où on décide de publier un livre, je considère que l'histoire ne m'appartient plus. Je considère que ce que j'ai écrit sort de ma petite chambre ou de ma petite maison, sort de mon petit cercle de proches, et qu'à partir de ce moment-là, je dois faire confiance aux gens dont c'est le métier de faire en sorte que ce texte soit au mieux pour la publication. Et pour être tout à fait cohérente, je dois aussi admettre que il m'arrive parfois de lire mes textes 1, 2 ou 3 ans après leur sortie, et à chaque fois je me dis mon Dieu, mais pourquoi on n'a pas repris ça, pourquoi on n'a pas repris ça, et là il y a une répétition parce que je ne suis pas dans le même état, j'ai évolué, j'ai changé, et donc un texte n'est jamais vraiment terminé de toute façon. Mais publier un livre à compte d'éditeur, il faut bien garder en tête que ce n'est plus soi qui est en jeu. Et qu'on peut parler des éditeurs et des éditrices, mais il y a, entre le moment où moi je suis à mon bureau en train d'écrire et le moment où le livre est entre vos mains, il y a un nombre de maillons humains dans l'édition. Il y a, dans mon cas, d'abord ça passe par une agente, ensuite par une éditrice, ensuite par une correctrice, ensuite par toutes les personnes de la maison d'édition, attachés de presse, relations libraires au digital qui vont lire. Il y a ensuite les représentants, il y a ensuite les libraires, les bibliothécaires, les professeurs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui, d'une certaine manière, passent sur le texte avant qu'il soit publié, que ce serait une erreur et que ce serait absurde de dire « je suis la seule personne qui écrit ce texte ». Donc à partir de là, je considère que l'histoire ne m'appartient plus, que mon texte ne m'appartient plus. Évidemment, les éditrices travaillent à leur manière un texte. Évidemment que tout ce qu'elles proposent sont des suggestions et qu'on choisit ou non de les suivre et de les mettre en place. Mais je crois, et alors ça, on peut dire que peut-être que c'est un peu évident et bête, mais je considère que si une personne fait son métier et que je vois qu'elle a bien fait son métier avec d'autres, que je lui fais confiance. Donc si on me dit attention, tel personnage, il faudrait peut-être plus le développer, attention, tel chapitre, ralentis un peu l'histoire, attention, là tu te fais un peu plaisir, on sent que tu t'es fait un chapitre entier au conditionnel, bon bah c'est super, on adore le conditionnel, mais ça sert à rien dans l'histoire, sinon à montrer que tu as bien révisé ta conjugaison, bon, très bien, mais est-ce vraiment nécessaire ? Et je crois que d'ailleurs ces conversations sont aussi des conversations qui vont nourrir le prochain roman et la manière de l'écrire. Personne n'écrit un roman qui n'a pas besoin d'être travaillé. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, un éditeur ou une éditrice qui dirait franchement, il n'y a pas de travail à faire sur ce texte n'est pas un bon éditeur ou une bonne éditrice. Voilà. Donc non, mon texte n'est pas sacré. Oui, j'accepte globalement, je pense, 85-90% des suggestions qui sont faites par mes éditrices. Et à chaque fois, je me dis, même si parfois je ne suis pas tout à fait d'accord, je me dis, attention, tu fais preuve peut-être d'un peu d'orgueil, peut-être d'un peu de sens de la propriété. Et or, quand il est question de publication, il n'est plus question de propriété. Voilà. Combien de temps entre le moment où je commence à mettre le premier mot ? Oui. Et après, je vais inclure aussi une chose, au moment où vous allez le sortir en librairie. Tout à fait. Ah, ok, donc 2 questions en une. Donc combien de temps entre le moment où je pose le premier mot et le moment où c'est terminé ? Et ensuite, combien de temps entre le moment où c'est terminé et où ça sort en librairie ? Voilà. Ok. Tout à fait. Mais ça se passe en 2 temps. Entre le moment où je pose mon premier mot et le moment où je termine le premier jet, c'est-à-dire où c'est solide et j'envoie à la maison d'édition, il se passe environ 2 à 3 mois. Néanmoins, j'apporte une nuance importante. Quand je commence à écrire une histoire, j'ai déjà toute mon histoire en tête. Donc pour moi, l'écriture du livre, intérieurement, elle commence bien avant. Ah bah, je vous dis tout ça, mais ne m'engueulez pas, madame, je suis là pour vous. D'accord. Sauf que c'est très... C'est quoi votre prénom, madame ?
Martine, écoutez Martine, on va être très clair. Martine, ma chère Martine, en fait c'est très compliqué pour moi de vous dire quand est-ce que commence exactement le moment où je pense à l'histoire, mais j'ai tendance à dire. Donc, entre le moment où je commence à y penser et où je mets le premier mot, il se passe minimum 8 à 9 mois. Parce qu'il faut que dans ma tête, je construise toute cette histoire. Et parfois c'est 1 an, parfois c'est 1 an et demi. Le grand maximum 1 an et demi. Entre 8 mois et 1 an et demi. Ensuite, je mets mon premier mot, je mets 2 à 3 mois pour faire mon premier jet. Et ensuite, j'envoie ce premier jet à la maison d'édition, enfin à une agente, puis à la maison d'édition. Et là, il faut en général entre à peu près 6 ou 7 mois, voire même 8-9 pour que ça sorte en librairie. Voilà. Et parfois, c'est même 1 an entre le moment où je rends le texte et le moment où le texte paraît. Voilà. Donc c'est assez long comme processus. Ça prend presque 2 ans. Tout mis bout à bout, on est à plus de 2 ans. Mais en tout cas, dans mon cas, il me semble que c'est nécessaire. J'ai du mal à bâcler, à me dire il faut absolument écrire vite, publier vite. Je laisse l'histoire mûrir assez longtemps en moi. Voilà. Est-ce que je m'isole Quand j'étais plus jeune, je m'isolais. J'avais besoin d'un lieu où il n'y avait pas grand monde, de calme. Maintenant, comme je sais comment je fonctionne et que je connais ma façon d'écrire, à partir du moment où j'ai une table et une fenêtre, ça me convient. Donc ça peut être dans un café, chez moi, dans la maison de quelqu'un d'autre. Tout me va. Une chambre d'hôtel, enfin, tout me convient tant que j'ai un support et un peu de lumière. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite, Martine ? Tout à fait d'accord. Je suis ravie. Non, mais c'est énormément de travail, mais c'est vraiment un travail extrêmement exaltant. Voilà. Et bah écoutez, c'est ce qu'on appelle un circuit court, Martine. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y en a 2 même. Alors, allez-y, madame. Oui, madame. Bonsoir. Tout à fait. La question du point de vue d'écriture dans ce texte a été peut-être ce qui me l'a fait écrire le plus tard. C'est parce que je ne savais pas si je devais ou non raconter ce qu'ils ressentent. Je me suis posé la question de les faire parler, c'est-à-dire d'écrire certains chapitres à la première personne, de leur donner une voix qui ne soit pas uniquement la voix du dialogue, mais la voix du cœur. Et je me suis rendu compte que de les faire parler l'un et l'autre et de d'aller loin dans leurs émotions, que c'était, en tout cas pour moi, c'est très personnel, mais c'était aussi une manière de biaiser mon propos. Parce que je savais ce que j'allais leur faire dire, que moi-même, j'étais pas tout à fait neutre dans ce que je ressentais pour l'un et pour l'autre, et qu'il me semblait nécessaire, encore une fois, de laisser une marge de manœuvre, qu'on puisse les aimer, leur en vouloir, les accompagner tout en sentant qu'il y a un danger avec eux, et que d'une certaine façon de raconter ce qu'ils ressentent, ça allait trop conduire le lecteur ou la lectrice à les aimer ou les détester. C'est pas ce que je voulais. Je voulais que ces 2 émotions soient possibles pour l'un et pour l'autre. Et aussi pour une raison qui est une raison de structure et de place des personnages, pardon. C'est que pour moi, et je pense que ça vient du cinéma, il y a une grande différence entre un personnage principal et un personnage central. Or, alors pour refaire vite, un personnage principal, c'est un personnage qui prend de la place, mais qui évolue au fil du roman. Un personnage central, c'est un personnage qui prend de la place, mais qui ne bouge pas, du début à la fin, n'évolue pas. Ni sa pensée, ni ses actes, ni son langage, rien ne bouge. Or, il me semblait important, et je ne veux pas trop en dire, mais que ces 2 personnages
qu'il y en ait un qui soit central et que l'autre soit principal. Et je laisse évidemment chacun décider de lequel est-ce. Mais c'est pour ça que je n'ai... Mais ça a été une vraie question, madame, ce que vous soulevez, c'est-à-dire que je me suis dit longtemps, il faut que j'aille creuser en eux. Mais creuser en eux, c'était aussi ne suivre qu'un seul tunnel. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question. Oui. Ah bah, allez-y. Oui. Mm. L'émission La Source, pour moi, ça a été un grand, ça a été un grand moment soulagement. Donc le principe de cette émission, c'était qu'une fois par semaine, j'allais interviewer un auteur ou une autrice pendant 1 heure sur son lieu d'écriture. Et donc j'ai interviewé 40 personnes, je crois, à peu près. Et ça a été un grand soulagement parce que je me suis vraiment rendu compte que qui que soit la personne interviewée, on était tous au même point, à savoir, on était plein de doutes. On doutait toujours de ce qu'on allait écrire, de comment on allait le faire, et que pourtant les livres existaient toujours à la fin. Donc chacun avait des façons de faire, des façons de raconter, des rituels très différents, mais qu'à la fin, on en arrivait tous au même point. Et ça, c'était un grand soulagement pour moi de comprendre ça. Ensuite, est-ce que ça m'a inspiré ? Non. Parce que j'étais là quand même avec un micro France Inter, donc j'avais une espèce de casquette de productrice-réalisatrice, et qu'il y avait je devais penser à 1000 choses techniques avant de penser à mon propre processus d'écriture. Donc je réécoutais les émissions après, évidemment, et c'est là que je pouvais vraiment entendre une deuxième fois ce qu'il ou elle racontait. Et après, ce que je pense que ça m'a appris, et ce qui m'a servi dans mon écriture ensuite, c'est que j'ai interviewé des gens qui étaient parfois des primo-romanciers ou des primo-romancières, et d'autres qui sont là depuis 30, 40 ans. Et je me suis rendu compte que vouloir faire ce métier, on se posait tous la question de comment durer dans ce métier, c'est-à-dire comment faire en sorte de ne pas se prendre une gifle en termes d'inspiration, en termes d'édition, et que l'idée générale, c'était quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions politiques, quelles que soient les conditions familiales, quelles que soient les conditions éditoriales ou émotionnelles, l'important, c'est de mener le livre jusqu'au bout. Quelles que soient les conditions autour, parfois elles seront incroyablement luxueuses, parfois elles seront incroyablement difficiles pour 1000 raisons, mais que quoi qu'il arrive, quelles que soient les ventes du précédent, quel que soit l'aspect financier, le plus important, c'est de mener le livre au bout et de très vite en commencer un autre. Voilà. D'être dans un mouvement naturel et perpétuel d'écriture. Voilà. Tu vois, pour conclure, je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire. Le livre doit aller au bout. Eh ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où il faut absolument que vous souteniez vos librairies indépendantes. La troisième, ah oui. Alors, plus sérieusement, on va conclure cet entretien. Merci, mille merci à Tiphaine, à Ludivine, de toujours, en tout cas moi, m'apporter quelque chose en plus. J'espère qu'il en est de même pour vous, que ces moments qui, moi, me semblent suspendus dans le temps, il y a encore 4 ans, je le disais en préambule, en fait, il y avait quelque chose de complètement surréaliste, de me trouver à la droite d'une romancière qui avait inspiré en partie la librairie dans laquelle vous adorez acheter vos livres. Et ça, c'est cette notion d'ancrage. J'ai regardé la vidéo que nous avions fait quand tu étais venu, et j'avais dit
un jour, j'expliquerai pourquoi est-ce que tu as, d'une certaine façon, inspiré cette librairie. J'ai réalisé très professionnellement 2 objectifs qui dépassaient toutes mes attentes. Il y a Cécile, il y a un certain Gaël Faye aussi, je crois que vous en avez entendu parler. Mais en fait, ces 2 personnes, ces 2 individualités ont été réellement de véritables marqueurs dans ma vie de lecteur et ont transformé ce que je lisais quand j'étais adolescent. J'ai rien contre Jack London ou Kerouac ou autre, mais il me fallait des héros et des héroïnes contemporains. Et je me rappellerai toujours de ce moment où je te découvre et où je me dis waouh, mais en fait, elle aborde la question de l'ancrage à un lieu, à un endroit, de sa place au monde, et elle arrive à trouver à sa place au monde à travers l'écriture. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai été capable de l'intellectualiser et de le verbaliser, j'ai compris à presque 30 ans qu'il était temps que je crée ma librairie. Et Cécile, je te dois énormément. Et tout le public ici te doit énormément, en tout cas pour cette librairie. Alors, merci à toi, merci de ta présence lumineuse. Et n'oubliez pas d'acheter vos livres en librairie indépendante, surtout. Normal. Après, c'est promis, je lâche le micro. Il faut quand même que je dise merci encore et encore, non seulement au château qui nous a accueillis, à Zai Radio, sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange. Remercier évidemment la maison d'édition, l'Iconoclaste, qui a la bienveillance de me faire confiance, de recevoir des autrices. Je n'ai reçu que des autrices pour le moment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les libraires, pour une dite petite librairie. On a 4200 habitants à La Rochefoucauld. Et en fait, moi, je crois dur comme fer que la littérature, la culture, elle est partout et pour tous. Et surtout dans des endroits où l'on nous dit « bon, il n'y a pas sa place pour ça ». La preuve en est que tout le monde se trompe et que c'est vous qui avez raison. Merci à toi, Cécile. Merci pour tout. T'es la reine. Hein.